Je m'appelle Ruth Halimi, j'ai 3 enfants. C'était un jour d'hiver, il faisait de plus en plus froid. Et ma vie a basculé d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe! Quoi, Ilan? Quoi? Il est arrivé quoi? Il a quoi? Il a été enlevé. Enlevé? Comment ça? Je comprends pas. Qui aurait pu croire qu'une chose pareille pouvait arriver à Paris en 2006? Et pourtant, tout est vrai. Bien trop vrai. Le 13 février 2006, un jeune homme d'une vingtaine d'années est retrouvé agonisant le long des voies ferrées du RER à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Il décédera peu après lors de son transfert à l'hôpital. L'autopsie révélera des brûlures sur 80% de son corps, de nombreux hématomes et contusions, une plaie à la joue faite au cutter et 2 plaies à l'arme blanche sous la gorge. Aucun de ces coups ne s'avérera mortel. C'est une longue torture de 3 semaines qui tuera Ilan Halimi. On en parle aujourd'hui avec Émilie Frèche. Bonjour. Vous êtes l'auteur de 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi aux éditions du Seuil. Vous avez écrit ce livre avec la mère d'Ilan, Ruth Halimi. On vient de voir un extrait du film d'Alexandre Arcadi qui revient sur le calvaire du jeune homme. Ça va sortir en salle le 30 avril. C'est votre livre qui a inspiré le réalisateur, un livre qui ressort en collection poche en avril. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler les raisons pour lesquelles Ilan Halimi est enlevé le 20 janvier 2006, séquestré puis torturé à mort? Il va être ciblé par Youssouf Fofana parce que juif. En fait, Fofana décide d'enlever un juif parce qu'il considère que les juifs ont de l'argent et s'ils n'en ont pas, la communauté juive est solidaire. Et donc, il part à la chasse aux juifs, en fait. Boulevard Voltaire, il a noté que les commerces de cette avenue appartiennent à des juifs parce qu'ils sont fermés le samedi, jour de Shabbat. Et donc, il envoie des appâts pour récupérer des numéros de téléphone. Et Ilan Halimi travaille depuis quelques jours dans une de ses boutiques, d'ailleurs fait un remplacement. Et il va tomber dans le piège de cette jeune fille qui se fait appeler Yalda. Et il va donner son numéro de téléphone. Un groupe qu'on appellera le gang des barbares. D'après cette jeune fille qui a servi d'appât, Youssouf Fofana disait que les Juifs étaient les rois, qu'ils bouffaient l'argent de l'État, et lui, comme il était noir, il était considéré comme un esclave par l'État. On est dans quoi? Dans un antisémitisme primaire? On est exactement dans ce qu'a dit Dieudonné au journal Lyon Magazine 2 ans plus tôt. Voilà. Et l'idée... Je ne sais pas tellement ce que ça veut dire un antisémitisme primaire. La seule chose que je sais, c'est que le thème des Juifs et de l'argent est au fondement même de l'antisémitisme depuis toujours. Et comment vous l'expliquez? Vous expliquez ça par de la bêtise, de l'ignorance? C'est plus profond? Moi, je crois que c'est très dangereux de dire que ce genre de parole, c'est de la bêtise. Non, on est là au fondement de la haine, on est là sur de l'antisémitisme pur et dur. Et donc, c'est pas, à mon avis, c'est pas du tout ce qu'on peut appeler le degré zéro de la pensée, comme l'avait dit le procureur Jean-Claude Marin au lendemain de cette histoire atroce. Dire que ces gens sont bêtes, c'est déjà leur trouver une forme d'excuse. Et c'est absolument sans excuse, en fait. Et pourquoi vous vous êtes intéressé à ce fait divers atroce au point d'y consacrer un premier livre qui s'appellera La mort d'un pote? Alors, c'est pas tant parce que ce sera la première fois en France qu'un juif meurt parce que juif depuis 1945, mais par la configuration du gang. En fait, moi, j'ai été absolument bouleversée quand j'ai vu les auteurs de ce crime. J'ai vu, en fait, le double inversé de la génération SOS, et je me suis dit, là, nous avons changé d'époque. En fait, il y a une page qui s'est tournée dans l'histoire de l'antiracisme, et... voilà, on arrive à cette période dont on parle depuis je ne sais combien de temps, de la montée du communautarisme. Voilà, on y était, et pour moi, c'est vraiment un échec de ma jeunesse. Et donc, pour moi, ce crime-là fait date, et il nous donnait à penser la France dans laquelle on était. Et donc, la mort d'un pote est vraiment à la manière d'un révélateur en photographie. Voilà un cliché, une image de ce que ce crime nous disait de la France à ce moment-là. Et c'est la mère d'Ilan elle-même qui va vous contacter après avoir lu votre livre. C'est elle qui va souhaiter en écrire un autre avec vous? En fait, ce qui se passe, c'est que, encore une fois, La mort d'un pote n'est pas un livre sur l'affaire Ilan Halimi, c'est un livre sur ce que cette affaire nous dit de la France. Et je publie ce texte au mois de mai, donc 3-4 mois après la mort d'Ilan. Donc c'est finalement le premier texte qui sort sur cette affaire. Et évidemment, je l'envoie à Ruth. Et je crois que
quelque part, d'après ce qu'elle m'avait dit à l'époque, ça l'a apaisée parce que tout d'un coup, c'était des mots sur ce qu'elle pensait. Et oui, effectivement, elle m'a demandé si je voulais bien témoigner avec elle. Plusieurs réalisateurs vont ensuite vous approcher, mais c'est Alexandre Arcadi que Ruth Halimi va choisir pour faire un film sur l'histoire atroce de sa famille et de son fils. Comment s'est déroulée l'écriture du scénario ? Vous y avez participé ? Oui, j'ai co-signé avec Alexandre l'écriture du scénario. Écoutez, comme toute écriture de scénario, en va-et-vient. Après, Antoine Lacomblaise nous a rejoints. Donc j'ai écrit une première version, et puis ensuite Alexandre est intervenu seul, et puis voilà, des allers-retours. Et la mère d'Ilan souhaite que ce film ait une portée éducative. Est-ce que vous pensez vraiment que le film va s'adresser et va intéresser le public auquel elle pense ? Oui, évidemment. Je veux dire, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'ils se sont autoproclamés des barbares, mais ils n'ont rien de barbare. Et c'est ça qui m'a interpellée dans cette affaire. C'est qu'au contraire, la photo du gang des barbares, c'est ce qui devrait faire la richesse de la France, sa diversité, sa force. Et ça nous arrange bien finalement de dire que ce sont des barbares, parce que du coup, ça les met loin de notre humanité. Mais moi, ce que j'ai envie de dire avec cette affaire, c'est que la tentation barbare, elle existe pour chacun de nos enfants. Et finalement, la responsabilité de chacun a été diluée. C'est chacun de ces gamins dit « mais moi j'ai rien fait, j'ai juste donné un appartement. Moi j'ai rien fait, j'ai juste gardé Ilan en otage pendant quelques jours. Moi j'ai rien fait, je l'ai juste pris en voiture. » Et beaucoup de ces gamins-là l'ont fait pour des raisons d'argent. C'est pour ça que si c'est pas un crime antisémite, de toute façon c'est le crime d'un antisémite, de Fofana. Et ils se sont mis à son service pour des raisons pécuniaires. Mais il y a une vraie tentation barbare. Et c'est pour ça que ce film, il s'adresse à tous les parents et à tous les enfants, évidemment. Vous parlez aussi d'une face cachée de l'horreur et du rôle contestable de la police et du psychologue qui a accompagné la famille au moment où Ilan est enlevé, c'est-à-dire ? Alors, je ne serais pas aussi radicale, parce que je pense que vraiment, le Quai des Orfèvres a été incroyable dans sa motivation. Je veux dire, ces 400 flics qui ont travaillé nuit et jour pendant 24 jours. Je crois que ça reste un énorme échec, parce que c'est la première mort dans l'histoire de la crime, Ilan Halimi, en matière d'enlèvement. Maintenant, il est clair qu'ils se sont trompés dans le profil. Ils ne s'attendaient jamais à ce que ça soit des petits délinquants. Et surtout, ils ne s'attendaient pas à ce motif antisémite. Donc, ils sont allés chercher... si vous voulez, ils recevaient... Le père d'Ilan recevait énormément de coups de fil venant et de Côte d'Ivoire et de France. Donc la police s'est très vite imaginé qu'il y avait un espèce d'énorme réseau avec une tête pensante en Côte d'Ivoire et des bras armés en France. Or, on va vite se rendre compte que Fofana fait lui-même des allers-retours. Donc en fait, ce qui veut dire que la police des frontières, la douane, n'a même pas été prévenue. Ce qui a été terrible avec la police, c'est qu'ils ont travaillé vraiment en solo, en fait. Émilie Frèche, si je vous demande de terminer cette phrase, le 13 février 2006, c'est le jour où ? Que me répondez-vous ? C'est le jour où Patricia Agé, une jeune femme de 38 ans, au volant de sa voiture à Sainte-Geneviève-des-Bois, aperçoit sur le bord de la route une silhouette nue le long d'une voie de chemin de fer, s'arrête, descend, trouve Ilan, rasé, brûlé à 80%, il pleut. Et ce matin-là, elle appelle les pompiers, elle appelle la police. Et c'est le jour où on le retrouve et il va mourir quelques heures après à l'hôpital. Merci Émilie Frèche d'avoir été mon invitée dans l'émission Merci Le Jour où. L'information continue sur LCI.